Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Un petit quelque chose, le podcast qui explore les chemins de traverse des musiciens classiques et jazz. Aujourd'hui, épisode 3, rendez-vous avec Solène qui est violoncelliste et qui nous propose ici un chemin qui a été tantôt linéaire, tantôt complètement séparé pour finalement quand même se retrouver. On y parle ici de comment trouver du sens quand ce qu'on fait justement ne fait plus sens. Et je vous laisse tout de suite avec cet entretien. Bonjour Solène, bienvenue dans ce troisième épisode d'un petit quelque chose. Est-ce que tu peux te présenter au public? Je suis violoncelliste, professionnelle et j'habite à Bruxelles et je suis aussi maman. Oh, merci de cette petite précision. Aujourd'hui, on est là pour parler de ton parcours. On peut dire que c'est un parcours sur lequel tu t'es beaucoup, questionnée en tant que violoncelliste et c'est ça qui m'intéressait aujourd'hui de mettre en avant et de présenter, aux auditeurs et surtout aux jeunes pour montrer, tout le chemin, les chemins différents par lesquels on peut passer dans l'apprentissage, mais aussi une fois qu'on est dans la vie professionnelle. Je propose qu'on commence à la genèse de ton parcours musical. À quel âge as-tu commencé le violoncelle? Alors j'ai commencé le violoncelle, je pense vers 7-8 ans, ce qui est pas spécialement tôt, par rapport aux autres personnes avec qui j'ai pu, évoluer, quand j'ai commencé à vouloir prendre un chemin professionnel et en fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai commencé là où j'habitais à l'époque, en Amérique du Sud, en Guyane et ouais et en fait, c'était un sacré truc parce que donc c'est la France, je suis française. Mais c'est quand même, outre-mer et donc il y avait une école de musique, mais c'était pas tout à fait ça et donc mon premier violoncelle, je l'ai attendu pendant des mois parce qu'il y avait une grève des dockers et en fait, il est resté pendant, des mois sur le port, de Cayenne et donc il est dans un container et donc il a eu très, très chaud et donc il a fallu le réparer Et est-ce qu'il y avait et un luthier en Guyane? pas du tout, pas du tout. Il y avait un luthier qui venait une fois par an, s'occuper de tout le parc instrumental de l'école de musique et en fait, je me souviens vraiment littéralement d'être allée acheter une lime ou une râpe ou je ne sais pas. En fait, c'est hyper drôle, j'avais jamais fait le lien avec, ce dont on va parler peut-être après. Mais donc mon premier contact au violoncelle, c'est incroyable, c'est qu'on l'a limé parce que je sais plus quoi, qu'il fallait coller, et ensuite quand enfin, il pouvait fonctionner, on a mis les cordes et mon père qui est violoniste amateur, qui connaît l'accord des violons, mais qui est donc une quinte au-dessus, a essayé de l'accorder une quinte au-dessus et donc il a cassé 2 cordes et j'ai une vidéo de moi qui est absolument fabuleuse. On se doute pas qu'un jour, ça va donner des concerts professionnels. Parce que je suis en train de jouer, je suis sur, notre terrasse en Guyane, en maillot de bain, sur une espèce de chaise en plastoc, en train d'essayer de jouer. J'avais pas eu un seul cours, puis j'essaye de faire l'archet et tout sur ce violoncelle à 2 cordes, rafistolé de partout. Mais l'école où tu étais, eux, ils prêtaient des instruments? Ouais, OK. c'était vraiment Mais les c'était pas instruments, super fameux non plus, j'imagine. non, mais je pense que c'était, d'un niveau standard de ce qu'il y a dans les parcs, instrument des fois, il y a des jolies choses dans certaines écoles de musique, ça va dépendre où. Je pense que pour débuter, une enfant, c'était tout à fait OK. Enfin, s'il avait été, en bon état. C'est à peu près le seul souvenir que j'ai du début, 7-8 ans. 7-8 ans. Pour la petite histoire, j'ai eu un prof que j'adorais qui s'appelait, Vincent Trincal. Je ne me souviens pas des noms de mes maîtresses quand j'étais petite, mais lui, je m'en souviens, qui était violoncelliste, de Toulouse et en fait, je l'ai eu pendant 1 an, mais je l'adorais. Je crois que même j'étais un peu amoureuse de lui parce que je travaillais pas du tout mon violoncelle et je lui ramenais des photos de mon chien en cours et après il est parti, j'étais triste, je voulais arrêter, j'avais pas trop le choix donc j'ai quand même continué et la personne qui a repris les cours, et jusqu'à mes 12 ans et que je reparte en France métropolitaine, c'était, une, nana d'une trentaine d'années qui venait d'apprendre la position du pouce. Enfin, je sais pas, c'est peut-être 4e, 5e année de violoncelle. Elle, c'était ma prof jusqu'à mes 12 ans. Donc voilà, il y avait clairement un problème de recrutement. Donc j'imagine que s'il y a pas énormément de musiciens qui viennent, d'outre-mer, c'est pour ça et aussi parce que, après pour accéder au conservatoire de niveau, un peu supérieur, soit peut-être en Martinique, en Guadeloupe, il y en avait, mais sinon clairement, il faut aller en métropole et de toute manière, c'était quelque chose de très,
clivant au niveau, social parce que c'était clairement les blancs métropolitains qui allaient, en majorité, quoi. Il y avait, sur l'île des concerts de musique classique, il y a tu vois, est-ce que c'était mis en avant la musique, classique ou jazz? Enfin, je sais pas. Autre en tout cas que la musique, populaire? J'avais d'abord entendu mon premier concert, qui était flûte-piano. C'était à Stonade de Poulenc, donc je suis tombée Ouais, amoureuse elle est incroyable pendant cette sonnette. ah bah, oui et pendant des mois, en fait, je ne voulais plus dormir sans entendre ça et je voulais faire de la flûte et quand, à l'école de musique, j'ai dit que je voulais faire de la flûte, hyper bizarre, tous les flûtistes depuis m'ont dit: «C'est n'importe quoi», mais elle m'a dit: «Tu n'as pas les dents comme il faut, fais autre chose» et donc Tu n'as pas les après, quoi? Les les dents? dents, j'avais pas une dentition. Bah, apparemment, c'est absurde comme argument, mais bon, je sais pas qui était cette prof, et en fait, Elle voulait pas que tu désolée pour fasses les de la flûte. flûtistes, grand bien m'en fasse parce que j'ai pu faire mon premier challenge, contre mon père parce que lui, il faisait du violon et je me souviens, il était au téléphone avec l'école de musique. Il fait: «Ah Solène, alors je t'inscris en quoi?» et je fais: «Bah, plus gros que toi» et et donc j'ai eu plus gros que lui, j'ai du violoncelle. Après, j'avoue qu'à chaque fois que dans le train, on me dit: «Vous auriez dû faire de la flûte», j'ai une petite pensée pour cette dame. Ouais. Et donc tu es restée dans cette école de musique Ouais, jusqu'à tes 12 ans? ouais et je suis arrivée à 12 Donc ans, tu as fait à peu près 5-6 ans, Ouais, c'est 4 oui, je me souviens plus trop. En vrai, ça n'a servi à rien. Moi, j'avais cours de formation musicale, mais en fait, je suis arrivée à 12 ans. On est arrivé à Laon, dans le nord de la France, en Picardie, une ville de 30 000 habitants, mais où il y a un conservatoire absolument incroyable. On est énormément de ce conservatoire à avoir, pris une trajectoire professionnelle parce qu'il y a là-bas une dynamique, une émulation, un corps enseignant en or, et oui, quelque chose d'incroyable. Mais moi, je suis arrivée, j'avais 12 ans et donc je devais jouer mon petit morceau, pour qu'ils se disent où est-ce qu'ils vont me mettre et vu ce d'où je venais, ce dans quoi j'étais censée aller, ils ont essayé de pas trop me recaler, mais concrètement, je ne connaissais pas les notes de musique, j'avais peut-être un niveau de deuxième année et c'est là que j'ai rencontré, du coup, cette prof, de violoncelle absolument extraordinaire, Frédérique Aronica, qui, a vu, que, il y avait des moyens, que j'avais un baobab dans la main et qui a vraiment, avec énormément de pédagogie, a fait avec ce qui était là, c'est-à-dire zéro base et donc elle a vraiment fait un travail hyper ingrat, mais tout en le rendant quand même, possible, quoi. Une manière de mener sa barque où maintenant quand je regarde avec du recul, je me dis: «Waouh, en fait, on aurait quand même normalement pas donné chair de ma peau à ce moment-là, quoi». Oui et en même temps, peut-être que le fait que tu aies commencé dans des conditions, extraordinaires et que tu aies quand même accroché et tu as développé quand même ton petit niveau, ça t'a permis aussi de voilà, tu vois, d'en arriver à ce moment-là, là et de vouloir encore plus donner parce que tu étais peut-être plus fasciné par ta professeure une autre personne lambda qui avait évolué, dans la France métropolitaine et voilà, c'est circonstances exceptionnelles, donnent des choses exceptionnelles aussi. Clairement, je sais pas, ce qui lui a fait se dire, que je pouvais et elle pensait pas du tout avec une vision professionnelle du tout. Mais et elle, je pense que c'est une question d'éthique en fait et que tout professeur devrait avoir. C'est-à-dire, bah, l'élève est là, on lui donne ce qu'on a à donner et on sent la stimulation nécessaire, pour que ça puisse grandir, fleurir et elle, elle m'a jamais lâchée et en fait, moi, je n'avais aucune volonté de faire du violoncelle. C'est-à-dire que dans ma famille, on disait, chez les Baudet: «On va au musée, on fait de la musique classique. Ah oui. Point barre». Il y avait pas le choix et en fait, bon, je travaillais à peu près jamais, comme beaucoup, hein. Je sortais mon instrument, avant les examens parce que je commençais à sentir la pression de l'extérieur et les attentes, mais j'avais pas, j'a je pour moi, c'était une obligation, quoi. Mais petit à petit, se sont tissées 2 choses en parallèle. D'une part, une grande admiration, pour Frédé, comme je l'appelle et que maintenant j'appelle ma maman violoncelle parce qu'il y a vraiment une dimension comme ça, que je trouvais extraordinaire, comme elle joue et comme elle interagit avec les autres personnes, sa manière d'enseigner et d'autre part, j'ai commencé à faire, de la musique, pas que toute seule. Et ça a été l'immense C'est ça. déclic. Mmh.
C'est vrai que moi aussi quand j'étais petite, Ah ouais. j'adorais la musique de chambre. Je me disais: «On n'est pas tout seul à stresser, sur scène». Vraiment, il y avait cette notion, je me disais: «On est ensemble et c'est moins stressant et c'est chouette de partager, en commun», Aujourd'hui, je vis complètement différemment, mais quand tu es enfant, je crois que c'est hyper, stimulant. Mmh. Heu et au moins, on avait la chance d'en avoir en fait, des pratiques collectives parce que, je trouve que c'est quelque chose qui arrive vraiment beaucoup trop tard en fait dans la plupart des enseignements et alors que pour plein de personnes, c'est le moteur et il y en a pas d'autres. Heu, Ouais, c'est vrai. Tes parents t'ont dit: «Bah, tu vas faire de la musique, classique, choisis ton instrument». Ça c'est comme ça que ça s'est passé? Oui. Oui, oui, tout simplement et régulièrement, surtout bon, j'arrive en France, j'ai 12 ans, c'est quand même le gros clash quoi, entre Amérique du Sud et Picardie. C'était très compliqué, pour, l'intégration, j'ai eu hyper difficile. Puis 12 ans, c'est quand même préadolescence, tu as quand même une certaine conscience des choses. C'est pas tu as 8 ans, c'est peut-être un petit peu déroutant, mais tu peux vite t'ancrer. 12 ans, ouais, c'est tu perds déjà tes amis, tu perds tout un monde, fixe, autour de toi. C'est exactement ça et en fait, le monde que j'ai eu plus difficile à me créer, dans le cadre scolaire, bah, je me le suis créé avec le conservatoire, avec les amis du conservatoire. Pas tout de suite, mais parce qu'au début, moi, j'avais vraiment une chose en tête, c'était un jour de réussir à confronter suffisamment, mes parents, pour qu'ils acceptent que j'arrête le violoncelle et c'était hyper régulier que je pète un câble, je dis: «Non, non, non, j'arrête», c'était la grosse crise, vraiment l'adolescence dans toute sa splendeur et il y a une fois où, j peut-être c'était particulièrement répété et où on m'ont dit: «OK, bah, écoute, c'est je sais plus si c'était la fin d'année ou la rentrée, mais ils m'ont dit: «Bah, alors, il faut que tu l'annonces à Frédé». Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Donc j'arrive pour voir Frédé, je lui dis: «Bon, ben moi, j'arrête le violoncelle» et là, elle me dit: «Ah Rosaline, mais cette année, tu allais être dans l'orchestre des grands». Elle aussi savait très bien. Ça, en fait, je me demande s'ils en ont pas parlé. C'est possible l'un ou l'autre, en fait, mais et là, du coup, je fais: «Ah bah, peut-être je peux continuer encore un an». Mais il y avait déjà des pratiques collectives, mais l'orchestre des grands mais ça, c'était l'orchestre des grands au conservatoire. Mais là, il y a autre chose qui est arrivée pendant l'année et là, j'avais, 14-15 ans. C'est qu'on avait un atelier départemental d'orchestre. C'est-à-dire qu'il y avait des stages 2 fois dans l'année, si je me souviens bien, pendant 4-5 jours. On était, dans une vieille abbaye et on faisait de l'orchestre avec tous les élèves, de l'Aisne. C'est comme une colo, mais d'orchestre, avec des animateurs et on fait la fête et on joue des œuvres de dingue. Moi, je me souviens, il y avait du Liszt, du Schubert, du Beethoven. On a même fait une symphonie de Beethoven. Enfin et là, je suis revenue de mon premier stage et je dis: «Papa, maman, je veux faire du violoncelle de toute ma vie». Ah, c'est vrai? Ouais, tellement peu Incroyable! de temps après, Ah ouais. quand j'ai dit: «Oui, je veux faire de la musique», ma prof, elle a dit: «Oui, je pense que tu en as les moyens, mais tu vas devoir travailler, tu te rends même pas compte à quel point» et là, j'avais plus une semaine de vacances où j'étais en vacances pendant plusieurs années, le temps de rattraper, en fait, tout ce temps, en Guyane avec un violoncelle un peu cassé. 1 an, 2 ans après, le temps de convaincre mes parents, je suis partie en internat parce que c'était une formule, bah, je pense que Célia dans le premier épisode en a déjà parlé, c'est ce qu'on appelle F11 ou TMD. On a cours que le matin et l'après-midi, enfin et moi à l'internat, je rentrais même à 21h, je me faisais réchauffer les plateaux de la cantine et donc je n'ai fait vraiment j'ai énormément travaillé à ce moment-là. Et d et dans tout ce parcours-là, tu es restée sûre, donc à travers tous ces stages, le fait que tu étais dans un horaire aménagé, tu as eu aucun doute? Heu, j'ai eu aucun doute sur ma volonté de faire ça. J'ai eu énormément de doutes sur ma capacité à faire ça. Je me souviens que très tôt est arrivée la question: «Est-ce que j'ai les épaules?» Oui. Parce que Ça tu réalisais ce que ça voulait dire? oui, Ouais. heu, Et après, tu es arrivée à Bruxelles, à quel âge? je suis arrivée à Bruxelles à 20 j'ai un doute. Oui, à 23 ans. Et tu avais essayé entre-temps les CNSM de Paris et de Lyon? Ouais, j'avais essayé 2 fois Paris, 2 fois en finale et ça n'a pas marché et à Lyon, j'ai essayé une fois. Je pouvais encore essayer Lyon, 2-3 fois, Paris une fois, et vraiment, je venais de faire 2 ans où toute ma vie était centrée uniquement sur le concours à Paris en janvier et le concours à Lyon en septembre et c'était l'enfer, en fait. Parce que, en fait, je suis arrivée à Bruxelles et ce qui a là, donc j'ai candidaté pour, la classe de Marie-Alain, que j'ai eu hyper de la chance, d'être prise chez elle
et je ne la connaissais pas, j'avais pas pris de cours. Je me suis juste dit: «Bon, bah, c'est ça». Et enfin, j'ai pu commencer le travail. Parce que une des premières choses qu'elle m'a fait faire en arrivant, c'est de me faire lister le répertoire que j'avais déjà joué pour, bah, elle savoir, vers quoi elle allait m'orienter. Et en fait, ce qui l'avait frappée, c'est qu'il y avait jamais une pièce en entier. C'est toujours un mouvement de ça, un mouvement de ça, un mouvement de ça. Bon, ça se justifie dans les jeunes années, mais à un moment, en fait, le répertoire, il faut juste le jouer, quoi. On va pas faire tout le temps un petit mouvement d'un truc parce qu'on n'a rien à jouer, comme concert. Et ça, c'était quelque chose, je pense que c'est quelque chose que les concours nous font, parce que c'est toujours un petit bout de ci, un petit bout de ça, et au niveau musical, ça n'a aucun sens, en fait. Donc ça, c'était un des premiers apports, c'est qu'il y avait, une, une enveloppe, un enrobage, vraiment musical qui était très différent. Je pense qu'il était, peut-être, plus riche, en fait, et plus préparant à la vie, Et là, tu te sentais professionnelle, bien quoi. Ouais, à ce moment-là? super bien. Ouais. Hem Même en général, à travers les études, c'était assez clair où est-ce que tu allais, ce que tu devais faire? J'avais plus cette sensation d'essayer vraiment d'attraper un truc qui m'était inaccessible et qui m'empêchait aussi peut-être de faire les progrès que j'avais besoin de faire, parce que ma tête était pas au bon endroit, en fait. Et là, pour moi, ça a été j'ai envie de dire à la fois un cocon et un tremplin pour faire plein de choses. Parce que, donc c'était très, très dur au début pour moi, ça a mis peut-être, un peu plus d'1 an à m'adapter, parce qu'il y a énormément de cours théoriques, comparé à ce que j'avais connu avant. Et donc, dans l'organisation du temps pour réussir à aligner les heures d'audientiel que je voulais, c'était dur. Mais, aussi, c'était dur parce que je me mettais des objectifs de dingue, quoi. Je me faisais il y avait jamais de période où j'avais pas un truc à côté du conservatoire, que ce soit un projet de concert ou un concours ou une compétition ou, et donc l'émulation peut-être que j'avais, moins là qu'en France. Je trouve que souvent on dit, tu vois, toutes ces matières à côté, que ça mange trop de temps sur notre, pratique de l'instrument. Mais avec du recul, je trouve qu'en fait, c'est une très bonne idée. Bon, bah, déjà pour, être musicien, tu vois? Avoir la culture du musicien, pas juste tout seul face à son instrument. Mais aussi, moi, j'ai vu des personnes qui se sont complètement épanouies, dans des matières, justement parallèles, donc l'écriture ou par exemple la lecture à vue, la transposition. Enfin, tout d'un coup, ils se sont retrouvés et ils se sont dit: «Ah mais ça je le fais bien». Et ça a fait leur petit chemin, enfin son petit chemin dans leur tête et en fait, aujourd'hui, ils sont profs ou accompagnateurs de ces matières-là et c'est là que quand j'ai réalisé le nombre de personnes qui s'étaient trouvées autour de moi là-dedans, je me suis dit: «Mais en fait, c'est pas débile». Enfin, bon, j'avais jamais pensé que c'est débile, mais il y en a beaucoup qui soutiennent quoi, que ça mange trop de temps sur notre pratique, instrumentale et en fait non, ça la nourrit au contraire. Alors sur le moment, c'est hyper frustrant, mais parce qu'on est jeune, donc on a ce petit peps là, on se dit: «On va faire nos 8 heures et tout», mais en fait, c'est vraiment nécessaire quoi. De Ça enrichit en fait, ça enrichit et ça permet à chacun de s'y retrouver et de pas juste être là, parce que tout le monde n'a pas envie de faire 8 heures de piano en fait, ou de violoncelle ou de violon, enfin bref, peu importe et il y en a qui sont beaucoup plus posés et qui savent pas trop et là, tout d'un coup, il y a un choix qui s'offre à eux, une solution quoi. Ouais, c'est clair et c'est super pour ces personnes-là. C'est drôle, je rigole parce que je me dis, si je m'entendais moi dire, ça maintenant, à l'époque, je «Mais quelle vieille conne!» C'est bien, on mûrit. Dans la dernière année, c'est là que ça a commencé à où c'était plus, cello in my life, plus que ça, quoi. Il y a vraiment un truc qui a un petit peu, changé. Déjà parce que j'ai commencé à rencontrer des personnes qui n'étaient pas du conservatoire, que ce soit via en soirée ou, des choses un peu, inattendues, absurdes et surtout, j'ai rencontré, des musiciens d'un groupe de rock psychédélique qui s'appelait les Morning Cities. J'ai joué un concert avec eux. Enfin, moi, je n'avais jamais fait autre chose que, Trop bien. ouais, ouais, que, lire une partition, en fait, ou interpréter une partition. Donc c'était assez confrontant et puis donc il y avait un truc comme ça, mon intérêt pour, le conservatoire, mon environnement du conservatoire, il descendait énormément. Et je disais de manière très provocatrice, mais je disais: «Oui, mais le conservatoire, c'est un espèce de village consanguin, j'en ai marre, j'ai besoin de vivre autre chose». Désolée, je suis C'est pas un peu vrai, politically hein, je suis un peu d'accord moi avec ça. je suis pas politically correcte, mais c'est vraiment comme ça que je le disais et j'avais besoin d'air, quoi. Mais il y avait un truc qui commençait un peu à bifurquer,
comme un peu une fatigue qui pouvait s'installer, parce que c'est vraiment là que j'ai fait le plus gros du boulot et il y avait un peu un côté: «OK, waouh, je me suis quand même prouvé, des choses que je pensais pas de moi» et il y avait un petit côté quid. J'avais commencé un peu à travailler, et du coup, bah, les orchestres commençaient à m'appeler. J'avais aussi fait un coaching avec l'Orchestre national. Enfin, les choses se mettaient clairement en route vers là et elles ont continué à se mettre en route vers là. Mais il y a eu un petit moment de pause, un petit moment de recul parce qu'après, justement pas longtemps après, ce fameux, récital, de fin de master, j'ai été agressée un soir en rentrant, d'une soirée avec des copines. J'étais à vélo, j'avais un sac en bandoulière, puis un mec en scooter qui a voulu me voler mon sac, mais que j'étais coincée dedans. Il m'a traînée sur plusieurs mètres en fait, au sol et j'ai fini à l'hôpital avec énormément de contusions, plein de points au visage, au coude et bon, ça a été assez traumatisant. C'est déjà un truc quand même qui est un peu waouh et donc il y a eu un peu, une prise de recul avec ça, le temps de m'en remettre et puis j'avais toujours mal au coude pendant assez longtemps, je pouvais pas jouer et en même temps, j'avais Frédé, qui revient dans le tableau, qui, m'avait présenté à son parrain qui était contrebassiste à, si je dis pas de bêtises, l'Orchestre de Paris ou peut-être l'Orchestre national, je ne sais plus et qui lui, avait vraiment, travaillé une posture de présence et de méditation par rapport à l'instrument. Et donc, elle m'a offert un livre d'Eckhart Tolle qui s'appelle, Le pouvoir du moment présent et il y avait tout ça qui arrivait. Puis on m'avait parlé d'un fameux Yves Cortfrind, qui est altiste à la Monnaie et qui travaille très fort, le ce que c'est que la présence, profonde à soi dans le lien aux autres quand on joue de la musique et je l'ai rencontré. Après 2 mois sans jouer, cette pause, un peu comme plein de personnes à la fin de leurs études font, des fois ils partent par un an et d'un coup, waouh et je n'arrivais plus à venir au violoncelle du tout. C'était pas seulement physique et donc j'ai décroché mon téléphone et j'ai été voir Yves et là, j'ai découvert, tout cet univers, de la méditation, vers lequel j'ai été, de manière, assez, pointillée, mais très soutenue quand même dans les années qui ont suivi et ça a vraiment changé mon regard et parfois même, ça m'a, donné un sentiment, d'inadéquation totale, heu, de, d'avoir l'impression de jouer une pièce de théâtre, en fait et puis Dans ta vie ou en tant que en tant que violoncelliste? Ouais. violoncelliste. On arrive et puis, on s'est bien habillé et puis on est stressé, on trouve qu'on joue pas très bien. Les gens après sont super contents et puis ils ont payé super cher leur billet, mais nous on est vraiment, payé la merde et puis enfin, il y avait vraiment et en fait je me demandais vraiment: «Pourquoi je fais ça?» et en plus, comme c'est j'avais pas un projet solo où c'était pas vraiment moi qui décidais mon répertoire ou donc c'est pas forcément exactement ce qui te fait le plus vibrer, c'est et il y avait quelque chose de cet ordre-là, de me dire: «Qu'est-ce que j'ai choisi dans la situation actuelle?» en même temps que j'étais hyper heureuse et fière de commencer à en vivre. Et ces 2 aspects-là, ils étaient un peu comme ça, coexistants, mais un peu en conflit quand même pendant plusieurs années. Tu fait ton didactique aussi, enfin te ton agrégation. L'année qui a suivi, ton ta masterisation, je sais pas si on dit ça comme ça? Et là aussi, j'ai commencé à sentir d'autres inadéquations parce que quand je faisais des jurys où en fait, «Ah oui, heu, oui, c'était pas très bien, mais l'année dernière, il a eu 96 sur 100. Alors si on lui met moins, il sera démotivé» et en fait, je trouvais que c'était extrêmement, extrêmement difficile parce que, j'avais envie, justement avec toute l'éthique qui m'avait été transmise par Frédé, j'avais vraiment envie de leur apporter des choses que, je n'avais pas les moyens de leur apporter, en fait. Et c'est une et ça, c'était une frustration énorme pour moi et c'est là le ma première bifurcation officielle parmi toutes mes bifurcations, d'être, musicienne professionnelle. C'est là que j'ai, hyper diminué mon activité, qui est même que j'avais quasi plus rien. Je refusais énormément, tous les concerts et j'ai été incubée pendant 1 an dans un centre d'entrepreneuriat social à Bruxelles pour monter une école de musique à pédagogie active. Parce que donc il y a tu fait ton te cette année d'agrégation, tu étais suivie, par, Yves, donc ce «coach» entre guillemets. Tu as commencé à questionner un peu tout ça. Tu as eu après cette année où tu as enseigné, tu as questionné aussi en plus l'enseignement, OK et là après tu t'es dit: «J'ai envie de faire une école, qui me correspond»?
j'ai envie de continuer dans l'enseignement avec des valeurs, en adéquation avec mes valeurs à moi, en fait, c'est ça? C'est vraiment ça. Et tu fais bien de rappeler la présence de Yves. Il y a vraiment un truc comme ça, entre, la notion de présence parce que c'est pas seulement dans donc ça s'appelle Enmando, la démarche de Yves, et Rosemary, elle est pas tout seul. Hem, c'est la présence, que les liens qu'on nourrit, mais à travers les sons, mais à travers notre présence et comment on offre ça en tant que musicien, mais aussi dans l'enseignement et j'avais fait, des formations en ce sens-là avec lui et d'un coup, me dire: «OK, en fait, là, ce qui existe, l'existant, ne me convient pas et je ne me vois pas faire ça du tout pendant 30 ans». Même 1 an, c'était dur et oui, il y avait cette notion de: «Qu'est-ce que je pourrais» oui, l'académie et même la musique telle que je la vivais. L'orchestre, vraiment, j'adore ça, mais en fait, je crois que ce que j'ai le plus aimé, c'est quand j'étais en orchestre de jeunes, qu'on était tous à fond, que dès la première lecture, en fait, on peut faire un concert et qu'après, juste, on travaille les détails, de magie, de ce qui fait la magie, ce qui fait qu'on pleure tous les concerts en jouant 15 fois d'affilée en tournée. À aucun moment on est lassé. Ça, on l'a pas c'est hyper rare dans le milieu professionnel de l'orchestre et donc moi, du coup, oui, évidemment, j'aimais l'orchestre, c'est toujours une émotion dingue de jouer ensemble, d'avoir ces sons ensemble, de se sentir faire partie de ça. C'est ce qui m'a donné envie aussi d'être musicienne, mais heu, dans la manière dont ça s'articule dans la vraie vie, qui est loin de la vie, quand on est en orchestre de jeunes, ça ne me convenait pas et l'enseignement, dans la manière enfin, éthiquement, je ne m'y retrouvais pas du tout. Je n'arrivais pas à me voir fonctionnelle là-dedans et donc je me suis dit: «OK, j'essaye ça». Et c'était, super. Malheureusement, en fait, et c'était très bien que j'y passe 1 an, mais en gros, j'allais, payer, très mal des profs, ne plus avoir le temps de travailler, aller payer cher et j'allais finir avec un burn-out, quoi, parce que j'allais bosser 80 heures par semaine. Donc je fais et en plus, à ce moment-là, je suis tombée enceinte, je fais: «Non». Je venais d'avoir mon statut d'artiste, je pense, et donc c'était un bon moment aussi, pour pouvoir faire ça et le statut d'artiste, il a vocation aussi à ça. Qu'est-ce que tu as fait après cette année-là? Où tu t'es dit: «Bah, en fait, non, je suis enceinte». Ah oui, alors là, après cette année-là, c'est la cata. Enfin, c'est génial, j'étais enceinte, j'ai eu un bébé. Mais déjà, la grossesse, c'était pas fait pour moi. Donc je travaillais, j'avais pas mal de concerts, mais les concerts des 3 derniers mois, j'ai dû les annuler et donc là, mon fils est arrivé et 2 mois après, le covid est arrivé. Ah ouais et donc ça a été, un choc pour tout le monde, mais un petit bébé plus un covid, plus on n'a aucune famille dans le coin, c'était compliqué. Donc on a été se confiner en France pour avoir un peu d'aide avec ce bébé qui ne faisait que pleurer, et ne dormait pas beaucoup et j'ai quand même clairement fait une grosse dépression postpartum, qui a duré, 2 ans, parce qu'après ça s'enferme. 3 ans. Oui, ouais, aussi et dans le corps, oui, j'ai Ah, de tout niveau, enfin, corporel, mental, enfin, c'est ouais, oui, oui. Mais en plus, c'est même pas avant de retrouver, ce qu'on avait avant. C'est avant de, de retrouver une fonctionnalité. Mais on retrouve jamais, ce qu'on avait avant et il y a d'autres choses qu'on gagne, mais et moi, j'ai un peu, là, toute cette période-là, j'ai navigué comme je pouvais. Je crois même pouvoir dire, je me souviens même plus si j'ai eu d'autres concerts, s'il y en avait beaucoup, si j'ai fait de la com, en tout cas, pendant 6 mois à ce moment-là, employée par, l'association Émergence, qui est une association de méditation pleine conscience et c'est là que je commençais à me dire: «Est-ce que, ouais, je vais vraiment reprendre le violoncelle?» Hem et j'avais pas envie du tout, mais pas du tout. Ça me semblait, je me disais: «Mais peut-être ça me convient pas, peut-être que ça me correspond pas» et surtout je crois qu'il y avait en fait, je me donnais tous les prétextes possibles. Je me disais: «Mais c'est compliqué, il y a des concerts le soir, il y a ceci, il y a cela, avec un enfant, avec comment font les gens?» Bah oui, mais ils sont salariés, ils ont une stabilité, ils ont, plus de sous pour, payer de l'aide s'ils n'en ont pas, de la famille dans le coin, et en même temps, je me disais: «Non mais c'est pas ça qui est censé décider de ce que tu fais, comme métier» mais vraiment, là, à ce moment-là, remettre les pieds à l'orchestre, jouer, j'avais plus du tout envie, quoi. J'ai aussi regardé, heu, quels étaient les métiers en pénurie pour lesquels, en tant que chômeuse, vu que le statut d'artiste, c'est chômage, je pouvais faire des formations gratuites et même tu es un peu payée en plus et donc je regardais, j'étais un peu genre
plomberie. Ah bah, ça c'est pratique, hein, mais ça coûte cher, les plombiers. Électricité, non, l'électricité c'est pas si cher alors que quand même, faut être, un peu là je ah! Menuiserie. Tiens, tiens. Et là, je me renseigne, je me renseigne. Puis j'avais un ami qui était en train de faire la charpente, qui me conseille des trucs et tout. Et de fil en aiguille, je ne vraiment, ça a pas vraiment été j'ai jamais enfin, petite, je me suis pas dit: «Ouais, je veux couper du bois», enfin, jamais. Et là, je me suis retrouvée en formation en menuiserie pendant 4 mois, temps plein. Est-ce que tu sais dire pourquoi? Juste pourquoi tu avais pas envie? Pourquoi? Est-ce que c'était de la peur? Est-ce que c'était du dégoût? Est-ce que c'était juste aucun intérêt, là, pour la musique classique? Est-ce que si c'est ça, tu allais quand même à des concerts où tu avais pas envie? Enfin, tu vois, c'est jusqu'où ça a été, tu vois, ce rejet, à ce moment-là de la musique? Je pense il y a plusieurs facteurs. Je crois que pour moi, c'était vraiment un truc traumatisant d'entendre qu'on était non essentiel et aussi parce que, hem, ça faisait écho aussi à mes questionnements, en fait, quel sens ça a, quand enfin, je caricature énormément, hein, mais une gauchiasse comme moi qui joue devant des parterres, de gens aux cheveux gris, de droite, il y a des moments où je me dis: «Qu'est-ce que je fous là?» C'est hyper caricaturé, hein. Ils ne sont pas que ça, je ne suis pas que ça, mais des fois et voilà, ces trucs d'inadéquation où est-ce que je me place dans le monde, quoi? Et la musique classique, ça ne me quittera jamais. Je l'aime, elle m'émeut comme, peu d'autres choses. Il y a des choses que je sens, plus profond de moi-même, des sensations, des et même tout le processus, je trouve ça merveilleux. Ça, c'est évident. Mais la manière dont elle se vit, peut-être professionnellement, c'est les amateurs, peut-être est-ce qu'ils ont la meilleure part. Mais je pense qu'il y a le fait que j'étais encore pas bien, que ça m ouais, psychologiquement, ma santé mentale n'était vraiment pas, au top et j'avais besoin d'un pas de côté, en fait. Et le violoncelle, peut-être dans ma tête, c'est associé à une telle exigence et là, en gros, c'était drôle quoi de faire de la com. Alors je suis pas du tout diplômée en com, on me donne de l'argent pour ça et je parle de méditation et j'écoute des conférences et puis, après là, je me retrouve à faire du bois, à couper du bois et bah, il y a vraiment un truc, ça fait du bien quoi. Est-ce que tu t'es pas dit justement parce que je vois la réflexion que tu as eue pendant le covid de dire, «On a arrêté non l'essentiel». Moi aussi ça m'a bouleversée et j'ai eu l'idée aussi d'arrêter la musique à ce moment-là. Alors je l'aurais pas fait parce que j'avais pas le courage en fait, j'ai pas eu le courage d'arrêter. Mais vraiment je me suis dit: «Mais est-ce que je ferais pas un métier, essentiel?» Si demain on va à une catastrophe et peut-être qu'on va a priori, peut-être se diriger de plus en plus vers des catastrophes, vu comme tourne le monde aujourd'hui. Je me dis: «Mais alors fais quelque chose ou essaye d'avoir un skills quoi, comme on dit, pour, te rendre utile en temps de catastrophe, que ce soit en temps de guerre, en temps de pandémie ou quoi que ce soit». Parce que là, vraiment, j'étais là: on est mais on sert à rien. C'est-à-dire que si demain on a une invasion de zombies, d'où la musique va faire quelque chose. Peut-être que Tu c'est ça qui va leur faire Ouais, exploser c'est la ça. tête, hein. Mais c'est Le vraiment Sonia de Scriabine. c'était très binaire, en fait, dans ma tête et vraiment là, je me suis dit: «Mais on sert à rien, c'est fou» et c'est marrant parce que j'ai eu encore cette pensée-là avec les guerres là, avec, l'Ukraine, avec, avec ce qui se passe aux États-Unis et cetera, genre ça me met pas très bien. Bon, ça va, je suis pas déprimée, mais je me dis à chaque fois, quand je le ramène à ce que moi je fais dans la société, à chaque fois je me dis: «Mais je sers tellement à rien», alors que c'est revenu très fort il y a quelques mois, je crois, et en même temps, tu vois, tout le monde me dit: «Mais tu rigoles, la musique ça sert mais justement à éduquer les gens et à éviter de devenir des personnalités telles que, voilà, celles qu'on dénonce aujourd'hui». Et je me suis dit: «Oui, mais c'est si faible». J'ai l'impression que c'est si faible, comparé à quelqu'un qui grandit dans un milieu, terrible ou qui va être éduqué à être un killer, enfin, je sais pas. Et jusqu'à un jour, je sais plus, c'est très vague, mais j'ai lu des mots, je crois que c'était sur, France Musique. J'étais sur leur Instagram et je lis, justement quelqu'un qui parle de ça, à quel point on est utile à la société, le fait de lire, d'utiliser les bons mots, le fait de s'exprimer et cetera, à quel point ça peut changer une société et c'est vrai que je me suis dit: «Bon, on sert quand même peut-être un petit peu à la société», tu vois? Et là, ça m'a quand même mis du baume au cœur et je me suis dit: «Bon, tout ce que je peux faire aujourd'hui, c'est peut-être
pousser les gens à réfléchir, enfin aussi d'où l'idée de ce podcast, pousser les gens à réfléchir, partager et cetera et peut-être que là, on peut créer ça reste un microcosme, mais créer en tout cas un petit peu de l'intellect, tu vois? Chez les gens, un petit peu de la réflexion et de l'introspection et pas que de l'intro, de l'outro aussi, mais voilà. Pour moi, faire de la musique, c'est être en contact, c'est être en lien avec les personnes avec qui, je joue en premier abord et c'est tout le processus aussi de répétition, de rencontre, de tout ça, mais avec, les personnes à qui on la propose et en fait, ce, ce lien, je crois, ce besoin de lien, il se retrouve dans absolument tous les métiers et dans un besoin de sentir comment est-ce que moi, je me lie à toutes ces autres personnes qui forment ma rue, mon village, mon quartier et qu'est-ce que ces liens disent de nous, en fait? Et comment ces liens, ils peuvent être tissés, qui qu'on soit, à qui qu'on s'adresse et ça, c'est une délimitation que je trouve dans la musique classique et c'est pas qu'une question de goût. Parce que si on parle de n'importe quelle, musique qui passe, sur une radio de grande écoute, ça va pas être une question d'accessibilité, ça va juste être une question de goût. Est-ce que ça plaît ou pas? Pour ce qui est de la musique classique, elle est accessible. Il y a des mises en place de choses parfois il y a des concerts symphoniques à 2 € ou des trucs comme ça et tout. C'est juste qu'il y a quelque chose qui veut se garder dans un carcan élitiste parce qu'il faut bien que, bah, les grands arts, les beaux-arts, enfin c'est l'his on va pas faire l'histoire des arts, mais et et cette chose-là, j'ai voulu par plein de moyens, heu, casser un peu, ce mur, mais c'est pas si facile que ça parce que même moi, en fait, j'estime qu'il y a des choses qui peuvent être faciles et très chouettes à entendre à la première écoute et je vois des copains qui sont pas du tout musiciens, ça va rien leur faire, quoi. Donc je suis en fait, quand on est déjà professionnel de la musique classique, on est déjà trop loin que pour pouvoir faire ce travail. On n'est plus, nos oreilles ne seront plus jamais, fraîches de ça et ça, ouais, c'est vraiment encore le truc qui me chatouille, quoi. Oui. Et le bois alors? Le bois, alors là, j'ai tellement kiffé. Est-ce que oui, c'est ça, mais je me disais, c'est marrant, en préparant un petit peu aujourd'hui, je me suis dit, ça reste quand même quelque chose où tu peux être seul, c'est manuel et ça demande de la précision, de la minutie, comme l'instrument en fait, sinon. En fait, il y a plein de points communs qui sont parfois aussi des différences, c'est-à-dire que le côté vraiment manuel de fabriquer quelque chose, OK, on fabrique du son, mais c'est quand même pas la même chose. Hem et à la base, on a un bout de bois, puis au début, on apprend juste à scier à 90 degrés et déjà ça, c'est pas facile, hein, sans cale, puis à 45 degrés, c'est pas facile sans cale et puis là, les assemblages avec, les ciseaux de bois, moi, j'étais mais au nirvana, mais vraiment de passer des heures, des heures, des heures, des heures à clic, 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 clic. Ah, il y a pas assez. Clic, 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 clic. Ah non, j'ai creusé trop, on recommence et c'est vraiment ça et je pense qu'il y a un aspect complètement méditatif à ça. Hem et moi, ce que j'ai ressenti, hem, autant, oui, comme la musique, il y a cette chose, très, personnelle, très, j'ai un projet de jouer une œuvre, de faire un meuble et quelles étapes et comment je vais organiser mon temps pour tja tja tja. Mais à la fin, alors qu'en ébénisterie, il y a des très, très grands maîtres, j'ai vraiment la honte dans ce que j'ai fait, de meubles, c'est amateur quoi, vraiment. Si on regarde à côté d'eux, d'ailleurs, s'il y a des mécènes, je cherche, des milliers d'euros pour aller faire un stage impayable, au Japon avec en vrai, ça, ce serait un rêve. Je pense que je me prendrais une déculottée pas possible, mais voilà, il y a des grands maîtres au Japon, en Corée, c'est hallucinant ce qu'ils font et puis ils ont des essences de bois là-bas qui sont encore complètement différentes. Mais en fait, une fois que j'ai, heu, ma pièce finie, mon meuble fini, il y a toutes les erreurs que je vois, je pourrais encore recommencer 10 fois, je pense, mais je l'assume. Alors que je trouve que, hem, le CD, c'est encore autre chose parce que justement, le meuble fini, je peux pas recommencer la coda ronde parce qu'elle était pas tout à fait jointive et j'ai mis de la colle avec de la poudre de chêne dedans pour faire genre. Ça, c'est un peu ce qu'on fait avec l'enregistrement du CD, mais l'enregistrement du CD, on peut arriver à un truc qui semble complètement parfait.
alors qu'on joue enfin moi, j'estime que de manière générale, je joue hyper faux, que je joue pas très, en rythme, que c'est pas toujours enfin, je suis en train de dépeindre un tableau merveilleux, n'est-ce pas? Mais, si jamais un jour, j'enregistrais une pièce solo et que c'était entre guillemets «nickel» et qu'en plus c'était un peu joli, je me dirais: «Mouais, c'est quand même vraiment retouché parce que c'est pas moi, en fait». Bon, de toute façon, moi, je pense que les CD, ce ne sont pas les gens. Enfin, tu vois, c'est mais j'ai vraiment du mal aussi avec ça, mais un jour, un ami m'a dit: «On n'oublie pas que le CD, c'est comme le cinéma, un film au cinéma et le live, c'est une pièce de théâtre». Et là, je me suis dit: «Ah mais exactement, en fait». Mais parce que j'avais vraiment du mal, j'étais genre: «Mais à quel point on peut mentir aux gens à travers le CD, quoi?» Mais c'est marrant que tu parles, tu vois, de ton rendu final, parce que moi, souvent, quand on me disait, «Ah ouais, toi, tu es musicien», enfin bref, des gens pas du tout musiciens, je leur disais: «Oui, mais tu sais, ce qui est dur dans la musique, c'est que nous, tout se joue à l'instant, enfin, au moment M et tu auras beau bosser 3 ans, 3 mois, 3 semaines, 3 jours, tout ce qui se passe, c'est sur le moment où tu joues, où tu fais ta prestation». Je dis: «C'est pas comme» et je sais pas pourquoi je comparais, c'est toujours ça avec, un architecte, il arrive avec sa maquette, il arrive et il a bossé 3 ans, pareil 3 ans, 3 mois, 3 jours, 3 semaines sur sa maquette. Elle est là sa maquette. Puis voilà, c'est tranquille, il arrive, il la dépose. Il a eu son stress avant, mais qui s'est étalé sur plusieurs jours. Nous, c'est tout sur le moment, peu importe combien de temps tu as passé avant et ça, je trouve une injustice. Je trouve que c'est une des plus grandes injustices, dans notre métier et en même temps, c'est ce qui fait la beauté du moment présent. C'est aussi un des plus grands bonheurs quand parce qu'il y a des moments de grâce. Ah. Il y a des moments, et qui ne se comparent à rien d'autre de ce qu'on connaît comme sensation et émotion, et elle est là la quête, je pense, de la musique de scène. Mais par exemple avec, pour revenir un peu avec le parallèle avec le meuble, c'est que, justement ce truc du live, pour moi c'est très difficilement assumable parce qu'après les concerts, même s'il y a des bons retours et tout, moi je ne vais que penser à tout ce qui n'a pas été, à me dire: «Mais c'est pas possible Solène», enfin, mais très hyper régulièrement, j'ai un syndrome de l'imposture pas possible, je me dis: «Mais» surtout après avoir eu des coupures, des remises en question, des moments et je me dis: «Mais c'est vraiment, c'est pas possible, c'est tu ne peux pas en fait, louper des démanchés dans un chant», et c'était très technique de dire ça, mais genre jouer faux, alors que je dois pas et en fait, avec le meuble, il y a un truc de j'ai hyper bossé, j'ai hyper, été dans une précision dans un truc. Il y a un côté genre j'ai fait Rendre compte. ouais et il y a une exigence de dingue et je sais que le résultat, il n'est pas parfait, mais je n'ai aucun problème à le présenter. Peut-être parce que j'avais un public à ce moment-là, qui a pas l'œil dessus et que quand on entend de la musique, qu'on soit musicien ou pas, on va entendre si c'est faux, a priori, plus ou moins. Mais peut-être c'est plus ingrat. En fait, la musique classique, c'est quand même fou. Pour jouer à peu près correctement, en fait, c'est minimum 8 ans d'académie et même là, tu joues pas forcément correctement. Ouais, bah, c'est super dur. Là, en 4 mois d'ébénisterie, j'avais fait 2 meubles et ils sont beaux et ils sont toujours là et Alors ils oui, fonctionnent et mais ça, c'est parce que tu es pas pianiste. oui, voilà, c'est ça. Mais par contre, c'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce que tu penses pas que si tu étais menuisière depuis 10 ans, tu développerais pas ces petits sentiments-là? Et beh, c'est ça le truc, c'est que, j'ai toujours réussi à me dire: «Je fais ça» et j'ai fait des formations professionnelles, mais je suis pas du tout professionnelle. Donc j'ai un peu cette carte de j'ai le droit D'avoir des de choses pas parfaites, ouais, d'avoir des ouais, ouais peu importe, et peut-être parce que c'est aussi ce dont j'ai besoin, dans la vie maintenant, d'être dans des choses où c'est OK que ce soit pas parfait, c'est OK qu'il y ait des erreurs, mais sinon, oui, c'est un travail, qui demande beaucoup de persévérance et de minutie. Il y a cet aspect-là, créatif, où à la fin j'ai fait un objet, vraiment j'y ai pensé, ça j'avais jamais fait parce que je ça dessine très, sort très mal. complètement, de toi, Ouais, quoi. Ouais. c'est par rapport à tout ce que je sais, tout ce que j'ai observé, parce que j'ai toujours bien aimé, quand même regarder l'ameublement, le design, ça c'est un truc de ouf. Alors qu'au violoncelle, même si, je me pousse, à aller vers toutes les formes, que je peux trouver dans ça, l'aspect, plus improvisé, musique actuelle et cetera, ça me demande beaucoup plus d'efforts que de jouer n'importe quel répertoire pour violoncelle, en fait. Parce que c'est pas ça que j'ai appris. On m'a pas appris, à avoir ce type d'oreille-là, à et ça pourrait être ça c'est l'apport principal de créativité pour les instrumentistes interprètes classiques.
Si on a envie, d'être créatif, enfin oui, on peut le faire avec des choix d'interprétation, des nuances et tout. C'est encore un peu restreint. Si vraiment on veut créer, bah, tout le monde n'a pas reçu les outils pour le faire. Et et ça, moi, c'est souvent un truc qui m'a frustrée et je pense que je suis plus créative quand je fais des meubles que quand je joue du violoncelle. Ouais. Et quand tu as fini ta formation, tu as fait quoi après? Bah, là, c'était 4 mois et en fait, bah, temps plein, c'était quand même vachement dur. J'étais pas encore prête. Même à la fin, je faisais plus que 4 jours semaine et après j'ai pris un atelier partagé, qui coûte pas très cher, qui est un gros bordel très poussiéreux, mais il y a tous les outils qu'il faut et toutes les machines qu'il faut et là, j'étais là plusieurs mois, où j'ai fait, tous mes essais, j'ai vraiment fait des espèces de challenges complètement Et dingues, tu allais tous les jours là-bas? quasiment, ouais. Après, je me suis inscrite, à la rentrée suivante à l'EFP en ébénisterie, donc c'est un organisme de formation professionnelle, l'EFP. Il y a le choix entre menuiserie et ébénisterie. Moi, je sentais très bien que c'était vers le meuble que je tendais plus et la menuiserie me faisait assez peur au niveau, du dos, des charges, même si, c'est plus intéressant d'avoir, cette casquette-là pour des questions de TVA, tout simplement, si on se projette, dans un métier. Et là, c'est une formation en alternance, il fallait trouver un stage. J'avais un stage dans un atelier de design ébéniste, super, et mais la nana m'a fait faux bond et parce que je pense qu'elle était complètement désorganisée avec sa manière d'aborder les choses de manière générale, mais les stagiaires encore pire et du coup, je me suis retrouvée beaucoup trop loin dans l'année sans stage, et donc ce que j'ai trouvé, c'était un stage dans une menuiserie et là, ça a été très, très, très dur. J'ai trouvé ça, enfin vraiment, j'ai tenu 5 semaines, je crois, mais c'était loin, ouais, c'était tous les jours. Alors en fait, il faut savoir, ces métiers-là, c'est vraiment les horaires d'ouvriers et c'est que là, pour le coup, il y a un gros clash avec ce dont on a l'habitude, qui est pas, beaucoup mieux, enfin mais on a no c'est notre organisation, il y a le travail perso, il y a les temps de répète, puis il y a les concerts qui sont souvent en week-end le soir, enfin c'est pas pratique non plus. Mais là, c'était 8h-17h à Drogenbos, une demi heure de vélo. Donc je faisais 1 heure de vélo par jour, puis de 8h à 17h, je travaillais de mon corps. Et en fait, la réalité du monde du bois et de la menuiserie en particulier actuellement, c'est que, on ne fait pas, des cuisines en bois massif, et on s'amuse pas à je sais pas, 1 heure de main-d'œuvre, ça coûte 50 €, à l'employeur, aux gens qui payent. On s'amuse pas à faire des petits assemblages, des queues d'aronde. Nein. Là, c'est de la cuisine au kilomètre, en aggloméré, donc ces trucs de bois, mélangés avec plein de colle, avec, quelque chose de plaqué dessus, que ce soit du stratifié ou autre. Là, quand on parle d'une panneauteuse avec une scie qui roule à plusieurs milliers de tours, par, je sais plus si c'est secondes ou minutes, je vais dire une bêtise. Là, j'ai pas envie de prendre le risque. Donc je commençais déjà à avoir une angoisse de ça et ensuite, c'était, et je pouvais faire que poncer pendant 4 jours, quoi. Et poncer des trucs vraiment pas bons pour les poumons. Déjà, de toute manière, le chêne, c'est pas bon, hein, ou n'importe quel autre bois, mais Et tu pas quand un en plus il y masque, a de la colle, pour, si, si, c'est pas suffisant le du soir non mais le physiomère, il me durait une semaine, quoi. C'était non, c'était une catastrophe, je faisais que tousser, j'étais malade tout le temps. Il y a de plus en plus de matières, très, très synthétiques, bah, moins chères, mais aussi parce qu'ils arrivent à faire des choses absolument magnifiques. Il y a un matériau qui s'appelle le corian qui se met beaucoup sur les plans de travail ou dans les salles de bain, qui est magnifique. Mais, rien que la colle, en fait, on collait dans une salle à côté dédiée. Ça sentait encore dans tout le reste de la salle pendant une semaine. Si ça, c'est pas un truc qui tue les poissons dans les rivières et qui va me donner un cancer, dans, 20 ans si je continue toutes les semaines à devoir l'utiliser, qu'on me dise, quoi. Et il y a eu un matin où, ça a été trop pour moi. Je crois que c'était 2 jours avant Noël. Je les ai lâchés 2 jours avant Noël et il était pas content du tout, mais je me suis retrouvée un matin et puis il y avait personne et donc j'étais sur, ce parking de la zone industrielle, du gros champignon là, en bas de forêt de Drogenbos là et il neigeait, on était en décembre et puis, j'étais là: «Bah, vous êtes où?» «Ah mais hier soir on a un peu fêté Noël, puis il y en a celui qui devait venir en fait il a un rendez-vous à la commune». En fait j'étais là, tu «Mais j'ai besoin que tu restes parce qu'il y a une livraison de bois dans 2 heures». Mais en fait je devais rester sur ce parking pendant 2 heures et il s'en fout en fait, je suis payée, quoi. Et j'ai attendu la livraison, j'ai rentré la livraison et je me suis cassée et je suis jamais revenue. Cela à ce moment-là précis, je me suis dit: «En fait, malgré moi, j peut-être que je peux rentrer, dans des mépris de classe ou des choses mais en fait, j'ai fait des études au conservatoire, je travaillais à Beaux-Arts, à Flagey,
j'ai joué dans les plus belles salles d'Europe et là, je suis sur ce parking, sous la neige, à attendre une livraison de bois. En fait, ça va pas, quoi. Il y a un truc là, c'était trop et j'étais épuisée et en fait, là, j'ai complètement arrêté et depuis, j'ai pas encore eu l'occasion de reprendre la menuiserie parce que, après ça, j'ai pris un petit temps de pause. Ça, c'était il y a, 1 an et demi, ouais et bah, j'ai pris un petit temps de pause et puis je me suis remise tout doucement à la musique. J'avais arrêté pendant 2 ans, du coup, où vraiment, des fois, je le prenais mais j'étais là: «Ouais, je suis toute seule, quoi». Enfin, petit à petit, vraiment petit pied par petit pied, avec des choses, pas trop, pression quoi, enfin l'esprit professionnel était toujours là quoi. C'est genre préparé, tout est straight et puis j'essaie, j'ai toujours des oreilles, je suis toujours en temps, j'ai toujours joué avec les gens. Waouh! C'est comme faire du vélo quoi au bout d'un moment et en fait ça s'est remis petit à petit et à un moment je me suis dit: «Tiens mais en fait, j'ai eu une chance de dingue dans tout ça». C'est que j'avais mon statut d'artiste et qu'il y a eu la réforme, que ça a été renouvelé pour 3 ans. Parce que moi, au moment où j'ai fait cette première formation de menuiserie, ébénisterie de 4 mois, après, je fais: «Non, moi maintenant je veux faire ça et oh je veux perdre mon statut d'artiste». Balèque. Ce qui est fou, vu en plus ce que ça m'avait coûté de l'obtenir parce qu'à l'époque, waouh et et en fait là, je me dis: «Ah quand même, la musique» et c'est bizarre, hein, là je fais: «Eh mais j'ai mon statut» donc je regarde 1 an et demi après tout le monde, je m'enquille la situation et je vois que, bah, il me reste un peu plus d'1 an pour le faire et que si je réactive des choses, ça va fonctionner, très bien et en fait ça j'ai halluciné. Là, ça fait un petit peu de baume, pour mon syndrome de l'imposture parce que j'ai envoyé peut-être un message, heu, au violoncelle solo du national et 3 semaines après, je bossais, quoi. Je voulais pas me mettre à me justifier tout le temps, mais heu, j'avais envie oui, de projeter toujours une image, solide et fiable, autant que possible, parce que c'est les 2 aspects sur lesquels je me sens toujours un peu, château branlant, quoi. J'ai toujours peur de pas être assez fiable, assez solide, heu et en fait, j'ai même pas eu enfin, il y a même pas eu besoin. En fait, 2 ans, je sais pas, dans la tête des gens, c'est passé vite, quoi. Puisqu'on doit terminer et clôturer notre épisode, Solène, est-ce que, tu as un dernier truc à rajouter ou qu'on n'a pas évoqué ou moi j'ai envie de dire en conclusion, tu réponds ce que tu veux à ça, que si demain un jeune nous écoute, on pourrait dire: «Prends le temps qu'il te faut». Moi, j'aurais envie de dire: «Prends le temps qu'il te faut», parce que tu imagines pas, en fait, tout ce que tu vaux. C'est, tu sais, j'ai l'impression que des fois, on n'a pas pris le temps, on n'a pas fait les choses, on s'est posé des questions, ou si on avait aucun doute de la valeur qu'on a, on se serait pas posé ces questions-là et et oui, si ça peut apporter quelque chose à des jeunes personnes, oui, j'ai envie de dire, en fait, si vous voulez partir 1 an à l'étranger, si à un moment vous avez besoin d'une pause, si à un moment vous vous dites, «En fait, mon violon, je vais le jeter à la poubelle et je vais élever des chèvres dans le Larzac», c'est possible, et le violon, il peut revenir et enfin et la pression qu'on entretient, les uns entre les autres, hein, parce qu'elle vient pas, il y a pas, un petit diablotin qui est là, «Non, vous pouvez pas». Enfin, c'est nous, hein, qui créons ça aussi, hein, on en fait partie. Bah, justement, on en fait partie et peut-être c'est pas vrai. Juste de se poser la question, de se dire: «Et si c'était pas vrai? Et si j'avais le droit? Et si je pouvais faire autre chose?» Mmh. Merci Solène. Merci Cassandre.